Il y a parfois des jours où l'on se retrouve subitement dans de drôles de situations. Oh, c'est terrible. Ah, oui, je sais que ça va pas tomber, mais ça bouge, c'est affreux. Vous vous rendez pas compte? Avec l'envie d'aller plus haut pour mieux contempler le monde d'un pont à l'autre. Si tu regardes dans l'air, ça va. J'ai pas une grande passion pour le vide, c'est pas nouveau, hein. De Millau à Garabi, en passant par le pont du Gard, voyage à travers le temps par-dessus les montagnes. Si c'est avec 2000 ans après, ça serait classé au patrimoine mondial de l'humanité, son pont. Mon voyage commence dans le sud du Massif central. Plus exactement, entre les hauts plateaux séparés par le Tarn, réputés infranchissables. Au nord, le plateau du Lévezou. Au sud, le célèbre causse du Larzac et entre les deux, une large vallée. Une contrainte géographique à laquelle s'attaque au début du XXIe siècle l'architecte anglais Lord Norman Foster en construisant le viaduc de Millau, véritable défi technologique et esthétique jamais réalisé jusqu'ici. On arrive au viaduc de Millau et on entre dans le 21e siècle. Le Massif central, ça a toujours été compliqué de le traverser, hein. Alors on a trouvé une solution, la construction d'un viaduc inimaginable, une véritable prouesse technique, puisque le pilier principal est plus haut que la Tour Eiffel et c'est aujourd'hui le plus haut viaduc du monde. Magnifique. Mais dès mon arrivée dans ce site exceptionnel, Maud me réserve une drôle de surprise. Donc alors toi, tu veux qu'on monte là? Là? Ouais, Non, le deuxième. On va aller au plus haut. au plus haut. Allez, je t'emmène. Depuis sa création, le viaduc de Millau a supporté le passage de 5 millions d'automobilistes qui voyagent via le Massif central sur l'axe Paris-Montpellier. Mais moi, c'est à pied et par les coulisses du pont, sous l'autoroute, là où on ne va jamais, que commence ma visite en compagnie de Maud. Oui, dans le C'est tablier. par là? C'est par là, exactement. On va Qu'est-ce que monter. c'est que ce bruit là? Ah, ça, c'est le joint de dilatation. Joint de Joint de dilatation? dilatation. Les voitures circulent dessus, en fait, puisque l'été, le tablier s'allonge et il se rétrécit. Il faut qu'on puisse compenser cette différence de longueur. Regarde là-bas. Ah oui, c'est ça. Alors on voit qu'il y a 6 cm de moins par rapport à la normale qui est à 0, c'est ça? Exactement. À 13 degrés, la petite pointe rouge serait ici. Ouais. Et là, en fait, il est un peu plus court, mais ça peut en effet glisser. Donc en fait, tout ça, ça bouge. Exactement. C'est étonnant, hein. C'est très impressionnant, on entend les voitures rouler au-dessus. Exactement. Là, on est sur la colonne vertébrale du tablier, donc pas de véhicule au-dessus de nos têtes, Ouais. mais ça passe de part et d'autre. Là et là. Exactement. Une fois à l'intérieur, je savoure mon privilège. Celui de marcher dans les entrailles de ce monstre de prestige qui trône sur la rivière comme un immense navire suspendu. Et qu'est-ce que c'est que ces gros tubes là? Ça, c'est les haubans. Les haubans? Ouais, en fait, quand tu es dehors, c'est cette espèce de gaine blanche que tu vois. Ouais. Donc, c'est ancré ici dans le tablier. Et en fait, c'est la tension dans ces câbles qui nous maintient le tablier à l'horizontale. Ah d'accord. Ouais, mais c'est ça qui tient l'ensemble. Exactement. Sans haubans, on aurait un tablier qui viendrait à onduler. Alors. Ça fait très vaisseau spatial d'Alien, la forme comme ça en triangle. Tu l'as pas vu ce film? Non, je ne l'ai pas vu. Dommage. Et alors on dit que le pont de Millau n'est pas le plus haut du monde parce qu'il y en a un en Chine qui est encore plus haut. Alors, en fait, c'est pas tout à fait juste. Nous, ici à Millau, on détient le record de la plus grande construction en béton pour un pont. Le pont dont tu parles, en fait, le tablier est bien plus haut que le nôtre, mais il n'a pas de pile qui dépasse 245 mètres. Voilà, c'est un record. Et nous on va y aller en haut de la pile, hein. Allez. Et là on est déjà au-dessus du vide évidemment, hein. Ah là, ça fait un petit moment qu'on est déjà au-dessus du vide. Bon. Je te propose d'y aller? Ouais. Donc je suppose qu'il faut que tu montes d'abord et puis on est tout seul sur l'échelle, c'est ça? Voilà, c'est ça. L'idéal, c'est que tu attends que je sois là-haut et tu me suis. Ben, je te suis et j'attends que tu sois arrivé au palier. Donc là, on va se faire 90 mètres dans des échelles pour aller au sommet du pylône qui lui-même est à 200 mètres du sol, à peu près, un peu plus. C'est bon? Allez. Et me voilà parti pour une ascension verticale d'une bonne demi-heure, enfermé dans un passage plutôt étroit. Eh ben ça grimpe. Bien qu'habitué à l'altitude, cette randonnée-là a plutôt tendance à me faire perdre mes repères.
C'est comme si on faisait 90 mètres de dénivelé, sauf qu'en montagne, on les fait pas sur des échelles, enfin pas toujours. Il y en a encore long. Oh, je vais pas te mentir, il y en a encore un petit bout. Ouais. Et là, c'est la dernière. Je vais ouvrir. Il y a du soleil. Au terme d'une ascension éprouvante, quelque chose me dit que là-haut, mon point de vue sur le monde devrait se voir quelque peu chahuté. Oh la vache. Je peux t'accrocher en face, Laurent. Je sens que je vais adorer. Oh, mon Dieu. Ah, quand même. C'est ça. Je t'avais pas menti, la vue est... Waouh. Alors? Eh ben... Déçu? Non. Ah, on est d'accord. Je mesure à présent pleinement la chance que j'ai de me retrouver au sommet du pilier le plus haut du monde. Perché à 340 mètres d'altitude, le spectacle est grandiose. C'est le viaduc parfait, à la fois fonctionnel, moderne et beau. Il se déploie les bras tendus entre les deux côtes enfin réconciliées, au-dessus de cette rivière qui les a si longtemps séparés. Dis donc, tu sens que ça bouge un peu quand Ça même? bouge un peu, et oui là... Ça bouge un petit peu, hein. Exactement. On est bien là, mais on va rester assis quand même. Hein. Bon, alors pour tout vous dire, pour quelqu'un, et je l'assume, qui a le vertige, d'être là, c'est en soi vraiment un exploit. Parce qu'on est à combien au-dessus du sol? On est à 343 mètres. Voilà, mais c'est vraiment une aiguille. Bon voilà, j'arrive pas à me lever encore. Toi, tu peux en temps normal te lever? Je suis honnête avec toi? Ouais. Non plus. Non plus, d'accord. On est dans la même Donc galère. on est quand même dans la même galère. Exactement. Alors pour autant, quand on est ici et qu'on veut, ben oui, enfin qu'on regarde, forcément ça fait un drôle d'effet, mais enfin bref, on voit que le pont est légèrement courbé. C'est volontaire ça? Alors c'était une volonté de l'architecte en effet. En fait l'idée c'était de donner ce côté un petit peu esthétique et rassurant au moment de la traversée pour l'automobiliste en fait. Parce que si le viaduc avait été droit, le problème c'est qu'à la traversée on aurait vu un pylône, un haut-banc et ah les oui autres d'accord. tous cachés. Donc là on voit la structure quand on est dessus. Exactement. On voit l'intégralité des hauts-bancs, l'intégralité du pylône et attention, on voit l'extrémité. Et pour toi c'est pas mal parce que du coup c'est rassurant. Ah bah oui c'est enfin On sait rassurant, où on va. je sais, oui d'accord. En même temps les gens sont pas censés être là. Ici non, Non. mais sur la route. Ah oui sur la route. Exactement. Et en plus c'est en soi un lieu touristique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les gens viennent pour voir le viaduc de Millau. Exactement, c'est devenu notre phare d'Alexandrie, Ouais, on va c'est dire ça. ça. Mais c'est vrai que depuis la fin du chantier, ça n'a pas arrêté. On a eu... C'est une œuvre d'art en fait. Une œuvre d'art qui représente l'aboutissement d'une formidable histoire. 3 ans d'une aventure titanesque qui mobilise au plus fort jusqu'à 600 hommes par jour pour piloter au millimètre une technologie ultra-moderne. À la clé de la réalisation de ce pont hors norme, une promesse audacieuse. Construire un ouvrage capable de résister au poids des voitures et à la force des vents, parfois très violents, au-dessus des gorges du Tarn. Malgré quelques inquiétudes au départ, le viaduc de Millau fait aujourd'hui l'unanimité. Du jour au lendemain, on est passé à une petite ville relativement peu connue à un rayonnement mondial en termes de notoriété. Ce qui est beau dans cette histoire, c'est qu'à la base, c'est un pont utilitaire qui est devenu un monument de par son esthétisme, par sa notoriété, et qu'en plus, les gens de la région se le sont appropriés. Ils disent notre viaduc, ils en sont fiers, c'est devenu l'ambassadeur du territoire. Il s'intègre très bien dans le paysage esthétiquement, il a amélioré la qualité de vie et il a apporté une aura. Les Millau-vois sont fiers de leur viaduc, incontestablement. Je poursuis mon voyage à la découverte des ponts du Massif central, direction le Cantal et le viaduc de Garabi. Là encore, je découvre un ouvrage qui fait la fierté de toute une région. Sa construction date de 1880 et représente pour son époque un véritable événement dans l'aménagement du territoire auvergnat. Nous sommes au 19e siècle. La révolution industrielle est passée par là et partout en France on construit des lignes de chemin de fer. Seulement voilà, ici dans le Massif central, c'est un peu plus compliqué qu'ailleurs parce qu'il y a des vallées profondes et très larges. Et à l'époque, on imagine qu'aucun train ne pourra traverser la vallée de la Truyère. Une seule personne a été capable de relever ce défi, c'est Gustave Eiffel. Il a construit à l'époque le pont le plus haut du monde. Sous la pluie, le viaduc de Garabi exprime toute sa force.
celle d'avoir traversé 2 siècles au cœur d'un massif central tourmenté et rude, et qui peut passer dans la même semaine d'une saison à l'autre. Et c'est dans ce printemps maussade que je rejoins Patricia, bien décidée à chevaucher ce monstre de fer. Enfin, j'espère. Donc il va falloir qu'on monte là-dessus. Voilà. T'as pas le vertige? Bah on verra. Quand on est en bas, on se rend compte quand même que... Il y a une petite hauteur, hein? Voilà, c'est pas mal là. Non, faut monter plus haut. Ouais. Aïe! Oui, t'as raison, il ça faut sert à faire quelque attention, chose. hein? Non, non, mais c'est bien, le casque sert à quelque chose en fait. Tout à fait. Et alors l'autre truc qui n'était pas prévu, c'est que c'est froid les barreaux. N'est-ce pas? C'est gelé même. C'est même gelé, oui. Et alors, si tu veux que je te dise un truc, c'est que là, Ils j'ai la sont trouille. toutes tes mains. Ici, Patricia, la signature Eiffel, elle est évidente. Quand Oui. on voit ça, cette structure, là, on se croirait sous la tour Eiffel, quoi. Exactement. C'est la même chose. Les croix de Saint-André, tu vois, c'est vraiment typique du style Eiffel et on le reconnaît bien là. Et ça a été fait avant la tour. Oui, tout à fait. 5 ans avant la tour. Et alors là, il a adapté évidemment le type de construction qu'il a déjà fait ailleurs à la topologie du terrain. Donc cette grande arche, là, c'est elle qui soutient tout en fait. Exactement. Alors c'est en plus, on battait le record de hauteur détenu par les Américains à l'époque. Donc c'était vraiment le viaduc le plus haut du monde. Et on en a parlé jusque dans les journaux américains, donc en 1880. Tu imagines, c'était vraiment quelque chose d'assez exceptionnel. Allez, motivé? On va y aller. On est parti. J'adore ça. Allez. En plus, c'est des marches ajourées. Oui. À travers, il y a juste 120 mètres avec... Mais non, en fait, Tu sais quoi, je vais regarder le haut là. Je te regarde en fait. pas de souci. Mais Voilà. regarde, en fait, finalement, avec l'eau, il y a beaucoup moins. Il n'y a que 90 mètres maintenant. C'était avant qu'il y avait 120 mètres. Il faut monter plus haut encore pour prendre conscience des dimensions de l'édifice et penser avec respect à tous ces hommes du temps d'Eiffel qui bravaient les éléments, les saisons et tous les risques pour construire à la force de leurs bras cette ébauche de tour Eiffel couchée entre 2 montagnes. Et pendant des années, des centaines d'hommes courageux venus de tous les horizons ont travaillé ici avec un seul objectif, permettre au train de passer. Patricia, quand on imagine que ça a été fait en 1880. 1880, à une époque où les règles de sécurité n'étaient évidemment pas les mêmes qu'aujourd'hui, Il n'y en avait pas. et voilà, comme ça c'est C'était fait. plus simple. Ils avaient du courage, parce que quand même c'est très impressionnant comme ouvrage. Hein. Ils avaient du courage, ils n'avaient pas le choix aussi. Hein. C'était, voilà, il fallait travailler. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, il fallait être là, il fallait travailler. Et ça a duré combien de temps la construction de cet ouvrage? 4 ans seulement. C'est rapide ça. Oui, c'est assez rapide. Et pour l'époque, c'est vraiment un exploit. Et Il y a eu des d'ailleurs, drames? oui, il y a eu 4 accidents mortels. Alors en plus, qui ne sont pas répertoriés dans les archives de la société Eiffel. Hein. À l'époque, on n'avait pas à tenir ce genre de registre. Ah oui. C'est vraiment des témoignages qui ont été recueillis et qu'on a retrouvés sur des journaux d'époque. Mais qui c'étaient ces ouvriers quand même un petit peu de l'extrême? Parce que il fallait avoir la compétence, il fallait avoir la connaissance du terrain, pas avoir le vertige. Oui, Tu vois ce que je veux dire? tout à fait. Tu vois bien, hein, tu l'expérimentes aujourd'hui, c'est compliqué. Il y avait aussi des étrangers, il y avait des Italiens. Il y a 200 Italiens qui sont venus travailler sur ce chantier et en particulier sur la taille de pierre. Principalement sur les assises en granit, parce que ce sont des spécialistes de la taille de pierre. Et donc ils suivaient en fait tous les chantiers de viaduc et ils sont venus à Garabi. Et il y avait des Cantaliens aussi, Oui, bien des sûr. gens du pays. Il y avait des locaux. Cantaliens, des Lozériens. D'ailleurs, l'ingénieur Léon Boyer, qui a imaginé ce viaduc et qui a fait appel à la société Eiffel, était un Lozérien. Moins connu que la tour parisienne, le viaduc de Garabi n'en demeure pas moins pour beaucoup le plus fort ouvrage de son créateur. Je reste touché par cette histoire de franchissement par le train, mais je suis surtout sensible à l'immense bras tendu de cette arche de fer. Une main à saisir entre 2 rives par des hommes restés séparés pendant des siècles à cause des gorges abruptes de la Truyère. C'est aussi ça, Garabi, un pont qui appelle aux retrouvailles, comme après un naufrage. Je poursuis mon voyage à travers monts et vallées. Je laisse le Massif central derrière moi et direction le sud et le pont du Diable.
Pour admirer cet ouvrage du XIe siècle, il faut rouler jusqu'au merveilleux petit village de Saint-Guilhem-le-Désert, lui-même classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et une fois sur place, on découvre ce magnifique pont qui porte encore la trace du passage des premiers pèlerins en route vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Une trace de spiritualité qui fait écho à une légende étonnante. Au XIe siècle, lorsqu'il a fallu le construire, ça n'a pas été chose facile. Et donc face aux difficultés rencontrées à construire cet ouvrage, ici, au point le plus resserré des gorges, ces gorges où on a un gouffre noir, hein, tout ça est assez négatif, voilà, les croyances populaires s'inquiètent, s'étonnent, et une légende va voir le jour. Elle ressemble d'ailleurs à toutes les autres légendes de Pont du Diable, parce que des ponts du Diable, il y en a beaucoup en France, ici et ailleurs, et ce sont toujours des ponts anciens et des ponts donc certainement très difficiles à construire. La légende raconte que le diable détruit chaque nuit le pont que Saint-Guilhem tente de construire pour le passage des paysans et des pèlerins. Finalement, le diable et le Seigneur signent un pacte. Satan accepte le pont, mais demande en échange le sacrifice de la première âme qui le traversera. Mais le sort en décide autrement, et c'est un chien qui traverse au premier jour de l'achèvement du pont. Alors fou de rage, parce qu'évidemment, hein, aussitôt le diable comprend qu'il s'est fait rouler, fou de rage, il tente de détruire son ouvrage, il n'y parvient pas, il se serait alors jeté dans les gorges de l'Hérault, et il faut savoir que les pèlerins de Saint-Jacques, qui au Moyen-Âge empruntaient ce pont, eh bien, n'oubliaient jamais de jeter quelques cailloux par-dessus le pont, histoire d'estourbir le diable s'il était encore là. Sur les premiers contreforts des Cévennes se trouve un pont célèbre dans le monde entier. Dès mon arrivée au pont du Gard, je replonge au 1er siècle, lorsque les Romains décident de faire de la ville de Nîmes un miroir de la Rome antique. Là, il ne s'agit plus de faire passer des hommes d'un territoire à l'autre, mais bien de l'eau si précieuse dans cette région. Ils construisent alors un long couloir de pierre pour aller chercher l'eau aux portes des Cévennes. Il faudra alors toute l'ingénierie de l'Empire romain et la force d'une armée d'esclaves pour faire aboutir ce gigantesque projet. Cet aqueduc qui amenait l'eau depuis Uzès jusqu'à Nîmes était en fait un ouvrage titanesque. Et dans ce musée à la scénographie remarquable, on a reconstitué chacun des éléments aujourd'hui disparus qui permettaient donc cet acheminement. Alors le plus connu, le plus spectaculaire, bien sûr, eh bien, il est là, c'est le pont du Gard. C'est le plus haut, c'est le plus grand, c'est aussi le seul qui reste debout. Mais il y en avait beaucoup d'autres à l'origine. Alors tout ça pourquoi? Uniquement pour amener de l'eau dans la ville de Nîmes, car l'eau, c'était une valeur primordiale pour les Romains. Kadem, c'est vraiment impressionnant de voir cet ouvrage. Et on arrive à se demander pourquoi ils ont dépensé autant de temps et d'énergie pour faire un pont. Un pont là qui ici a quand même une vocation première, c'est celle de porter un morceau de canalisation qui appartient à un aqueduc, l'aqueduc de Nîmes, qui mesure 50 km et qui va aller capter des sources à Uzès, environ 25 km d'ici, et va les acheminer dans la cité romaine de Nîmes. Donc en fait, c'est un petit maillon qu'on voit là. Un tout petit maillon et un pont haut de 50 mètres qui est juste destiné à porter un morceau de tuyau, un morceau de canalisation pour apporter de l'eau sous pression à la cité de Nîmes. Un pont qui a résisté au temps mais qui a été pensé par un architecte, qui a été placé par un topographe. Et puis ce pont, lorsque le Gardon n'est pas en période de crue, comme aujourd'hui. Exactement, il a les pieds au sec, il est construit sur la roche, donc lui, pour le coup, il risque pas grand-chose. Après, l'architecte qui l'a pensé, il a évidé au maximum l'ouvrage pour qu'en cas de crue, en effet, l'eau puisse passer. Ici, les pluies sont parfois féroces, qu'elles soient déchaînées par les dieux romains ou par les célèbres orages cévenols du printemps et de l'automne. Un phénomène météorologique local qui peut durer des heures, voire des jours sans faiblir, en ravageant tout sur son passage. Tout sauf le pont du Gard. Tout ça était complètement inondé. Exactement. Et là, on est sous l'eau. On est sous l'eau. Petite preuve qui en atteste encore aujourd'hui, sur les corniches là que tu vois au niveau de la base des arches, et tu as encore les galets qui ont été déposés et qui sont restés voilà, lors de la crue et après la crue. Et donc ces étraves devant chaque pilier étaient conçues déjà pour ça à l'époque. Ils savaient qu'il y avait des risques de crue. Ils avaient d'ailleurs imaginé qu'elles puissent être extraordinaires, ces crues. Exactement. Les Romains
connaissent ce phénomène naturel récurrent, notamment lors des saisons automnales, et ils vont mettre à l'arrière du pont ce qu'on appelle des avant-becs, donc ces avancées triangulaires qui vont diviser la force de l'eau et permettre d'exercer une moins grande poussée sur l'édifice. Donc ça, c'est pas quelque chose qu'on a rajouté après? Non, ça absolument date pas. de 50 après Exactement, Jésus-Christ. ça c'est l'ingénierie romaine qui l'a déjà pensé à l'époque. Des Romains ingénieux, mais pas seulement. L'Empire souhaite aussi s'imposer par son art de vivre. L'eau ne doit plus servir uniquement à la consommation ou à l'hygiène, elle devient un enjeu pour la gouvernance qui compte éduquer le peuple nîmois. L'eau est partout en ville, jusque dans des lieux publics, aux usages parfois surprenants. Parmi les nombreuses utilisations de l'eau chez les Romains, il y avait bien sûr les thermes avec des systèmes ingénieux de chauffage de ce qu'on appellerait aujourd'hui des piscines ou des saunas, et puis bien sûr les latrines. Ce sont les Romains qui ont inventé les latrines. Alors à l'époque, on s'asseyait tous ensemble en randonnion, hommes et femmes confondus, et qu'est-ce qu'on y faisait? On y refaisait le monde. Et oui, c'est entre autres ici qu'on parlait de politique et de démocratie. Des bâtisseurs citoyens donc, ingénieux aussi, mais également dotés d'un grand sens artistique. Il est évident que l'architecte là, a un souci manifeste des proportions. Quand tu regardes le premier et le deuxième étage, tu vois que vraiment les arches sont superposées. Et au troisième étage, les arches certes sont plus petites, mais il fait en sorte que dans l'entr'axe, il y ait toujours deux arches présentes. Et ça, évidemment, ça va concourir à l'harmonie générale de l'édifice. Si c'est avec 2000 ans après, ça serait classé au patrimoine mondial de l'humanité, son pont. Eh bien oui, puis le mérite, là, pour le coup. On peut d'ailleurs aller visiter la canalisation? Oui, à l'aide d'un guide, des visites guidées sont organisées tous les jours. Tu vas me servir de guide. Et direction le sommet, 50 mètres au-dessus du sol. Et là encore, cette visite privée me réserve des surprises. C'est étonnant, c'est plus de lumière comme ça. Alors ça, c'est fait exprès, c'est récent? Alors aujourd'hui, ça nous est bien utile. Ils sont en fait ouverts pour permettre lors des passages des visiteurs une certaine visibilité. Mais par ailleurs, il faut penser qu'au début de son fonctionnement, l'aqueduc a besoin d'entretien. Les dépôts calcaires... Ça, c'est des dépôts calcaires? Exactement, ces dépôts calcaires qui ont été déposés par les vagues successives d'eau qui sont passées ici doivent être enlevés. Et au début du fonctionnement de l'aqueduc, pour permettre d'enlever ces dépôts calcaires, on avait des passages qui se faisaient par le haut, des systèmes de vannes qui bloquaient ou déviaient l'eau en amont, et le Romain venait avec son burin et son marteau. Pour enlever tout ça? Exactement, pas tout ça. Oui, enfin, là, ça marque vraiment des strates qui n'ont plus été entretenues justement, mais oui, c'était l'idée. C'est très étrange de se promener là-dedans, parce qu'on sent quand même, alors je ne veux pas philosopher sur l'âge des pyramides, mais enfin, tu te dis quand même que tu marches dans un ouvrage qui a 2000 ans. Oui, 2 fois millénaire, oui, et qui a résisté quand même jusqu'à nous. Donc ça, c'est pas rien. Et c'est vrai que c'est un lieu qui est fort à la fois pour le visiteur et à la fois pour les habitants du territoire. Un attachement viscéral, affectif à ce monument. Et c'est vrai que nous qui y travaillons, on ne cesse chaque jour d'être subjugués par la beauté et la présence de ce monument dans un environnement naturel qui est magnifique. C'est vraiment une jonction entre deux mondes, un peu plus en amont, c'est les premiers contreforts des Cévennes avec un climat plus dur. Puis là, on est vraiment dans le midi, méditerranéen. Et en quelques dizaines de kilomètres, on passe de ce climat quasi montagnard à ce climat et à cette ambiance méditerranéenne avec les oliviers, la garrigue, cette lumière. Il y a vraiment un avant et un après-pont, là, c'est évident. T'as vu? On voit le Mont Ventoux, là, avec la neige au sommet. Les préalpes qui apparaissent à notre vue. C'est magnifique, ici. Le viaduc de Millau, le viaduc de Garabi et le pont du Gard. Des ouvrages extraordinaires, tous représentatifs de leur siècle. Mais lequel d'entre eux pourra s'enorgueillir d'être encore debout dans 2000 ans? Voilà, cette émission est terminée. J'espère qu'elle vous aura donné envie de traverser la France par le Massif central pour aller dans le sud et vous pourrez ainsi profiter de ces magnifiques ponts qu'on vous a montrés dans cette émission. On se retrouve quant à nous la semaine prochaine et d'ici là sur TV5 Monde pour la rediffusion. Excellente semaine à tous. On imagine qu'on est sur une terrasse, en train de boire un café. Voilà. Tu vois, on a le petit vent comme ça avec le soleil. La mer est pas loin, non? La mer est pas loin.
Voilà le type qui présente le magazine de la montagne à Aurore du Vide. Mais là, je prends sur moi pour vous. Là, je le fais pour vous. Hein. Ça y est, ça bouge plus. C'est mieux quand ça bouge plus, hein, quand même.